Au détriment de JP alors. Parce qu'on le voit non, pas du tout. Crier, se faire frapper, se faire étrangler. Oui, mais c'est pas des vrais étranglements, c'est pas des vrais... Il a l'air de souffrir quand on le voit. Bah, c'est le but recherché. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va aborder un sujet très actuel. On va parler des scénarios dans la création de contenu. À la base, les scénarios, les concepts sont là pour divertir un public. Mais aujourd'hui, c'est devenu le moyen de se défendre, de se dédouaner de toute responsabilité dans des drames. Et on a eu deux exemples très récents. Le décès en plein live de Raphaël Graven, plus connu sous le nom de Jean Pormanov, et la disparition tragique de Mehdi Bassit, qui a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il était victime de cyberharcèlement. Ces disparitions ont beaucoup ému les Françaises et Français parce qu'elles interviennent dans un contexte assez violent, de la violence psychologique et physique concernant Jean Pormanov et de la violence psychologique concernant Mehdi Bassit. Et c'est toute cette violence qui a beaucoup fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux, et qui a poussé les internautes, les communautés, à chercher des responsables. Des suspects ont rapidement été identifiés, des suspects qui sont pour beaucoup responsables, et ces personnes-là ont adopté une ligne de défense dont on va parler dans cette vidéo, les fameux scénarios. Ils n'ont aucune responsabilité dans la disparition de leur ami, c'était d'un commun accord, c'était scénarisé. Mais est-ce que c'était réellement le cas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, la communauté de Jean Pormanov, qui regardait son live sur Kik, était très inquiète. En effet, l'équipe du local, composée de Jean Pormanov, Narutovi, Safin et d'autres, était partie pour un marathon de streaming. Sauf qu'au réveil, Jean Pormanov ne se réveille pas. Se rendant compte de la situation, le chef de la bande Narutovi décide de couper le live. La communauté est très inquiète, elle est dans l'attente de nouvelles, sauf que voilà, ils ne le savent pas encore, ils ont assisté en direct live au décès de Jean Pormanov. Après plus de 290 heures de live, ses collègues le retrouvent inanimé dans son lit lundi matin, quelques secondes avant l'interruption du live. Une quarantaine de minutes plus tôt, certains derrière leurs écrans ont pu voir et entendre son dernier souffle. Dans le chat, d'autres envoient des emojis suggérant que le Niçois est déjà mort sous leurs yeux. J'ai vu passer sur Twitter des posts qui disaient « Jean Pormanov rêvait d'être streamer, il est décédé en plein stream, quelque part, il est mort en faisant sa passion. » Quand il a eu son premier salaire, il s'est acheté le premier ordinateur. Il jouait, c'était sa passion, c'était sa passion. Et le rêve, ce qu'il a toujours dit, moi, si un jour je peux être streamer, je le ferai. En 2020, il se lance sous le pseudo de Jean Pormanov. C'est une phrase qu'on a dû entendre des milliers de fois et qui en vrai peut avoir du sens. Il y a plein de personnes qui font des sports à risque, des sports à sensations fortes et qui sont décédés en vivant leur passion. Mais pour Jean Pormanov, c'est pas le cas. Un drame loin d'être anodin qui vient mettre fin à plusieurs mois d'humiliation, de violence et de maltraitance quasi quotidienne pour l'homme en direct sur l'une des chaînes françaises les plus suivies. En fait, c'est très compliqué de parler de cette affaire sans montrer d'image, parce que c'est en voyant les images qu'on se rend compte de la violence de ce qui se passait là-bas. Faut quand même revenir il y a 4 ans en arrière, quand Jean Pormanov arrive à Nice au local. Déjà, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Naruto quand Jean Pormanov arrive. Regardez-le, il est venu faire du business pour moi à Nice. Ouais, JP, ça va ou quoi le sang? J'ai marre, j'en ai marre. Prochaine fois, je prends l'avion. Prochaine fois, tu prends l'avion? Ouais. Ah, tu es venu faire du business pour moi ou quoi? Ah, rien du tout. Arrête. Ça va ou quoi, frérot? Ça y est, les gars, il est là. Ouais, je suis là. JP, les gars, vient d'arriver, Nice.
Il est fatigué, il est usé. Ouais. 8 heures de train, depuis 8 heures du matin, je suis dans le train. Magnifique. Faut quand même se rendre compte que la première phrase que Naruto prononce, c'est « Il est venu faire du business pour moi à Nice ». Voilà, c'est tout. Ça pose les bases. Le concept du local, c'est une bande de potes qui fait n'importe quoi, mais au centre de cette bande de potes, il y a un homme de 46 ans qui devient, au fil du temps, le souffre-douleur de tous les autres. Et ça, c'est pas anodin. Si Jean Portmanov était le souffre-douleur de tous ces gens, c'est parce qu'en fait, il a toujours été le souffre-douleur des personnes autour de lui. C'était déjà le cas à l'armée, c'était le cas lorsqu'il s'est lancé dans le streaming, parce que oui, le harcèlement qu'il a subi, ben, ça date pas du local. J'en ai déjà parlé en stream la dernière fois, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce qu'on a beaucoup rejeté la faute sur Naruto, Safin, etc. Mais l'autre vérité, c'est que les spectateurs de tout ça sont autant responsables que les acteurs. Et ça, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Si personne n'avait regardé le concept du local, ils auraient changé de concept. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je sais, ça fait mal quand une personne vous qualifie de responsable d'un drame, mais c'est la réalité et peu importe la raison pour laquelle vous avez regardé, si c'était parce que vous aimiez ou par curiosité malsaine, vous êtes responsable du truc parce que pour eux, c'est une vue. Voilà, ils s'en foutent de pourquoi vous regardez, c'est une vue. Petite parenthèse, je vais aller un petit peu plus loin et ça reste que mon avis que j'exprime en toute bonne foi. Pour moi, s'ils ont fait venir JP à Nice, c'est dans le but de lui faire subir toutes ces épreuves parce qu'ils savaient pertinemment que ça rapporterait de l'argent, car le public de JP est très jeune et que ça les fait mourir de rire. JP était le chaînon manquant pour se faire un maximum d'oseille, c'était la vache à lait, et Naruto et Safin ne sont absolument pas des sauveurs dans cette histoire. Ces maltraitances, comportements violents ont été dénoncés depuis longtemps maintenant par des créateurs de contenu comme TLJ. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Je pense que c'est la meilleure sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description. Il n'y a pas eu que lui, hein. Il y en a eu d'autres, mais la sienne est vraiment pépite. Ça avait été dénoncé par des spectateurs, d'autres streamers, notamment sur Twitter. Et il y avait eu aussi une enquête de Mediapart en décembre 2024. Décembre 2024, Mediapart avait rapporté l'existence des vidéos violentes auxquelles Jean Portmanov participait depuis plusieurs mois. Après cet article, le parquet de Nice avait ouvert une enquête notamment pour violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables et diffusion d'enregistrements d'images relatives à la commission d'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Naruto et Safin avaient été placés en garde à vue, mais ils avaient été relâchés parce que Jean Portmanov et Koudou étaient venus déclarer que tout était scénarisé. Cette défense du « c'est scénarisé, c'est pour le buzz », c'est la même défense depuis fin 2024. Et elle est toujours d'actualité. Après le décès de Raphaël Graven, l'avocat de Owen, donc de Naruto V, disait ceci sur le plateau de BFM TV. Monsieur Gravel, ses parents plutôt, sa mère et son frère, sont en étroite collaboration avec Monsieur Senazandotti, mon client. Ils se parlent constamment et elle écarte toute responsabilité de mon client dans la mort de son fils. Elle vous l'a dit précisément? Elle a dit à mon client qu'elle le dira très rapidement aux journalistes. Et aux enquêteurs donc aussi? S'il la convoque, bien sûr qu'elle le dira. Ça veut dire que pour elle, de ce que vous savez, elle estime au regard des images de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle sait, de ce à quoi il se livrait, que les deux comparses n'y sont absolument pour rien. C'est exactement mon propos. Madame la mère du défunt était très souvent en contact avec mon client, notamment lors de différents lives. Elle appelait mon client et il y avait un jeu dans lequel elle devait l'insulter. « Tu m'as pris mon fils », ainsi de suite. Mais tout cela n'était que mise en scène. Alors non seulement au local c'était une mise en scène, enfin tout était une mise en scène, mais en plus l'avocat inclut la maman de Jean Portmanov. La question du coup c'est, est-ce que c'est vraiment scénarisé ou alors est-ce qu'on était face à de la violence et à de la maltraitance? Le seul qui pourrait vraiment répondre à la question, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Et même s'il avait déjà dit à la suite de l'enquête Mediapart aux policiers que tout était scénarisé, est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on peut le croire parce que, dans le fond, Jean Portmanov se faisait énormément d'argent, et ça a son importance parce qu'avant ça, il était dans la galère, il vivait un petit peu du stream,
mais il était légèrement sur le déclin. Est-ce que c'était pas un moyen pour lui d'avoir quand même du monde autour de lui, lui qui a souffert de la solitude? Est-ce qu'on n'était pas face à un syndrome de Stockholm? Beaucoup de questions sans réponse, quoique il y a quand même des indices. Tu regrettes le contrat à 600 000 € par mois? Oui. Si tu avais été seul, est-ce que tu aurais accepté le contrat à 600 000 € par mois? Je prends l'argent, je me casse et basta. J'ai déjà fait du casino de toute façon. T'es honnête? Est-ce que tu m'en veux? Est-ce que tu as déjà été triste après un live? Oui. Ouais. Cette tristesse a duré plus de 24 heures? Oui. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. J'en ai une deuxième. Si tu pourrais partir, tu partirais? Ouais. Alors on va pas tenir compte du détecteur de mensonges, mais on va essayer de se fier à sa parole. Faut se rappeler qu'à la base, quand même, le rêve de Jean Portmanov, c'est d'être streamer. Mais est-ce que vous pensez que dans des moments comme ça, il était en train de vivre son rêve? D'ailleurs, entre parenthèses, c'est le seul extrait que je mettrai. Il fait partie des plus soft, mais c'est le seul que je mettrai. Ouais, il a juste dit quand tu parles, c'est pertinent, tout le monde t'écoute. Non, là, ils sont morts. Là, ils sont morts. Laissez-moi passer. Arrête, tu fais mal à la jambe. C'est bon. Emmène les chaises. Arrête de te tenir le genou. Viens. Tiens-toi le genou devant la caméra. Tiens-toi le genou devant la caméra. À de nombreuses reprises, en plein stream et très peu de temps avant sa mort, il avait manifesté son envie de partir. Il y avait des moments où il n'en pouvait plus et il disait « j'en ai marre, je vais partir, etc. » Et autant à certains moments, on sentait qu'on était dans un scénario, mais à d'autres, on voyait très bien qu'il était à bout. On peut rajouter également les messages qu'il avait envoyés à sa maman. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. Je veux me barrer, autre, il veut pas. Les 5 derniers jours avant sa mort, les appels à l'aide sont quotidiens. Owen me saoule. Voilà. Et c'est terminé, c'est les derniers mots qu'il a dit. Il les a dit le dimanche 17 août à 20h53. Ces derniers mots qu'il m'a écrits. Voilà. C'est inquiétant comme message quand même, non, oui. Joël? Oui. Donc ces derniers messages où il dit « Owen me saoule », c'est à 20h53 le 17 août. Il est décédé dans la nuit du 17 au 18. Alors forcément, quand on entend ça... Les claques, les coups, les humiliations seraient scénarisés, comme dans une pièce de théâtre. Chacun avait son rôle. JP, c'était le gars qui devait s'énerver pour créer justement des scènes rocambolesques. Il y avait Safine qui était là pour venir l'embêter, justement, essayer de le faire sortir de ses gonds. Il y avait Owen qui avait le côté un peu, le rôle qu'on lui donnait, c'était dictateur, provocateur, qui faisait que les vidéos marchaient après, parce que sur les réseaux, les gens s'indignaient. Et plus on suscitait de la réaction des gens, plus notre contenu marchait et on avait de la visibilité. Mais au détriment de JP alors? Parce qu'on le voit non, pas du tout. Crier, se faire frapper, se faire étrangler. Oui, mais c'est pas des vrais étranglements, c'est pas des vrais... Il a l'air de souffrir quand on le voit. Bah, c'est le but recherché. Il souffre. Qui donne comment dire, l'apparence de souffrir sur le truc. Il crie extrêmement fort, il surjoue un peu. Après, c'est vrai que quand on vous attrape, on vous jette de l'eau et tout, genre casse-couille. C'était ce qu'on cherchait, ce côté trash, ce côté borderline. C'était notre fond de commerce. Est-ce que ça n'allait pas à l'encontre de la dignité humaine envers JP? Est-ce qu'il était vraiment consentant pour tout ça? Bien sûr qu'il était d'accord. Il n'aurait pas été d'accord, il aurait dit non, il le faisait. Ce jeu, finalement, puisque vous l'avez considéré comme un jeu, où vous lui faisiez subir des sévices, ça vous le regrettez pas? Non, parce que je l'ai pas fait malgré lui. On était d'accord, c'était consenti entre lui et moi. Jamais je me serais permis de faire du mal gratuit à JP. Mais à un ami, même consentant, on peut se permettre de lui mettre des claques? Non, on peut pas se permettre, mais on le faisait pas vraiment mal. C'était plus dans le jeu, on cherchait... Nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit spectaculaire. Et les réactions de JP, justement, ils étaient poussés pour que les gens reprennent les vidéos, pour qu'ils parlent de nous, pour faire plus de buzz dans le monde des réseaux, c'est comme ça. Est-ce que ces actes, ils étaient simulés ou c'était des vraies claques, par exemple? Oui, il y a des moments, c'était des vraies claques. On peut pas tout simuler. Et en fait, quand on entend ça, on voit que ça colle pas.
Oui, c'est scénarisé, ok. Tout le monde a un rôle, mais JP, c'est le seul qui a le mauvais rôle. Donc en fait, oui, il y a un accord, c'est un accord commun. Tout le monde est d'accord pour que JP soit le souffre-douleur des autres. Et pour qu'il soit d'accord avec tout ça, on lui a proposé beaucoup d'argent. Alors, la défense du scénarisé, est-ce qu'elle est bonne? Oui et non. Elle pourrait ne servir à rien si JP, donc, à la suite de l'article de Mediapart, avait dit « Non, non, je suis pas d'accord avec tout ça. Il se passe plein de choses très graves. Enquêtez. » Là, il aurait pu se passer quelque chose, mais c'est pas le seul moment. Aujourd'hui, sa maman pourrait agir. Je me suis renseigné auprès d'un avocat et il m'a dit « Bah voilà, si sa maman fait effectivement une remontée à la justice, elle pourrait enquêter et potentiellement agir. » Sauf que sa maman, elle n'est pas vraiment dans ce mood. Je vais te dire, quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Ils s'en sortent très très bien. Et en vrai, j'ai envie de vous dire, la défense, c'est scénarisé. Je suis pas sûr que ce soit destiné à la justice. Parce que la justice, elle va regarder quoi? Elle va regarder l'autopsie. L'autopsie, les innocents. Il n'y a pas eu d'intervention tierce, il est mort naturellement, donc ils ne seront pas inquiétés. J'ai l'impression que cette défense, tout est scénarisé. C'est un moyen de se disculper, d'enlever toute responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, pour les spectateurs, pour le public, pour Internet, pour les Français. Dans quel but? Éventuellement de repartir sur une autre chaîne, peut-être, c'est une hypothèse. Et honnêtement, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Je sais que ça va en énerver certains, mais il y a de très 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 fortes chances que Safin et Owen ne soient jamais inquiétés par la justice. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, JP a témoigné en leur faveur en décembre 2024 en disant que tout était scénarisé. Sa maman va dans ce sens et l'autopsie dit qu'il n'y a pas eu intervention d'une tierce personne. Donc judiciairement parlant, il y a 99% de chances qu'il ne se passe rien pour eux. Par contre, ce qui les embête, c'est que la communauté les considère coupables. Et à mon avis, pour une raison très simple, on a vu qu'ils étaient prêts à tout pour faire de l'argent, sauf qu'aujourd'hui, comment ils peuvent faire de l'argent, sachant qu'ils sont un peu tricards partout par rapport à cette histoire? Et d'ailleurs, à juste titre, parce que les gens ont compris, ok, l'autopsie dit que vous n'êtes pas responsable, mais par contre, on peut quand même se dire assez logiquement que tous les étranglements, le fait qu'il n'ait pas de sommeil, la malnutrition, les sévices, les violences, etc., ont forcément eu un impact physique, ça c'est sûr, psychologique aussi, sur un homme de 46 ans. Si vous n'avez pas envie d'entendre que vous l'avez fragilisé, il est certain que vous ne l'avez pas aidé. Puis on va vous le dire, oui, vous l'avez fragilisé. Voilà. Au local, il était plus riche qu'avant, mais plus heureux, je suis pas sûr. On va parler maintenant d'un autre cas très récent qui reprend la même ligne de défense. On va parler de Ramous dans le dossier Mehdi Bassit. Mehdi Bassit ou Mehdi Saucisson était un TikToker très suivi sur les réseaux sociaux et il a décidé de mettre fin à ses jours le 19 juillet 2025. Ça faisait un moment que Mehdi subissait du harcèlement sur Internet. Ça avait commencé depuis son concept, où son concept c'était de couper du saucisson alors qu'il s'appelle Mehdi. Et de nombreuses fois, il avait partagé son mal-être et son ras-le-bol concernant le harcèlement qu'il subit. Tout ce que je demande, c'est qu'on arrête de me harceler. Je vais aller déposer plainte pour diffamation. Il y a des trucs sur moi qui sont faux. Je voulais pas en parler, je veux pas en parler parce que je sais que c'est faux. C'est par rapport aux animaux. J'ai mal au cœur, j'ai pas dormi de la nuit. Mais je mange pas, je bois pas. Là, je suis en train de faire une petite dépression parce que bah, c'est horrible en fait. C'est horrible. Ce que j'entends, c'est pas possible de dire ça. Je peux plus les gars. Là, sur la pression, je la supporte plus. Je crois pas. Je sais que là, vous allez pas me croire, mais je m'en fous. Moi, je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ma vérité à moi. Demain, j'ai rendez-vous chez le médecin, je vais y aller, je vais faire un certificat pour aller déposer ma plainte. Voilà, parce que je subis du harcèlement et le harcèlement, voilà. Moi, je vous le dis, je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un de très faible sur ça. La pression, je la tiens pas. Parce que longtemps que je me serais foutu en l'air. Pas maintenant, pas que maintenant, déjà bien avant, tout ce que j'ai subi. Parce que moi, je n'ai rien à perdre. Mes enfants ont une maman qui les aime, voilà, elles auraient leur papa, je sais, mais j'ai rien à perdre. Rien du tout. La chose importante à savoir, c'est que Mehdi a une sœur et cette sœur était presque mariée, elle était en couple avec Ramous et ils étaient sur le point de se marier. On va pas revenir sur toute l'affaire Mehdi Ramous parce que j'avais déjà mis pas mal de clips dans les vidéos dédiées à Ramous, je vous mettrai les liens en description, mais il faut savoir que la relation entre Mehdi et Ramous était tumultueuse. Pour être très honnête, à partir du moment où Ramous est rentré dans la vie de la sœur de Mehdi, beaucoup de choses ont changé. Mehdi s'est disputé de nombreuses fois avec sa sœur, ça l'a beaucoup éloigné alors qu'avant ça, ils étaient extrêmement proches. Et si Ramous est autant désigné comme le responsable numéro 1 du harcèlement de Mehdi,
c'est parce qu'il est à l'origine de nombreuses disputes. Des disputes où il aurait réussi à placer Mehdi comme le coupable, ce qui aurait déclenché des vagues de haine à son égard. Donc depuis la disparition de Mehdi, Ramous est sous le feu des projecteurs, sous le feu des critiques, puisqu'il est le responsable numéro 1 pour la communauté de Mehdi, mais pas que. Il s'était fait très discret, mais depuis quelques jours, il a fait son retour et a utilisé la fameuse excuse de « tout était scénarisé ». Une excuse dont on vient de parler, mais qui est un petit peu différente que pour le cas de JP. J'ai gardé le silence durant tout ce temps, c'est d'abord par respect pour le deuil, pour cette période épouvantable, et surtout parce que j'ai le cœur brisé. Mehdi était pour moi mon ami, mon pote, mon frère, mon beau-frère et le parrain de mon fils. Jamais je ne lui ai souhaité de mourir. Jamais. On a eu nos hauts, nos bas, nos chamailleries, nos disputes comme dans toutes les familles, mais jamais je n'ai souhaité qu'il termine ainsi. La plupart des vidéos que vous voyez circuler sur internet dans lesquelles on se dispute, c'était des mises en scène. Dans lesquelles on se mettait d'accord, Mehdi et moi, avant, pendant et après, au téléphone. Chacun, on se donnait des vannes respectives pour les mettre dans nos vidéos, afin de justement faire parler toutes celles et ceux qui voulaient à tout prix nous voir nous déchirer et nous insulter sur internet. Avec Mehdi, nous n'avons eu qu'un seul clash officiel. C'est ce clash qui a été déclenché par sa copine de l'époque et qui nous avait conduit à avoir des rencontres. Une version bien ficelée, hein, parce qu'ils se mettaient d'accord au téléphone. Pas par message où on aurait pu avoir des preuves, non par téléphone. Donc forcément, on ne peut plus demander à Mehdi si c'est vrai ou pas. Puis il y a d'autres trucs aussi. Il y a un audio par exemple. Je lui ai dit, le cerveau noir là, j'ai le cerveau noir. Mais les gens qui me demandent si je veux au mariage, c'est normal, ils posent des questions, ils sont là, ils sont curieux. C'est normal, ok, j'accepte, tu vois. Je lui dis, tu vois. Et je dis, mais le fait qu'en live, il dit encore hier, alors que je ne parle pas de lui, je ne fais allusion à personne, moi je fais mes vidéos et tu le vois bien, qui dit aux gens, ouais, il va avoir un pressing parce qu'il vient pas au mariage, c'est qu'il cherche à ce que les gens me harcèlent. Il continue. Je dis, il veut que les gens me harcèlent, pas de problème, ils vont me harceler. Sauf que lui, il va se marier, mais après, quand ce sera trop tard. Et c'est pas tout. Depuis le décès de Mehdi, Mélissa s'est séparée de Ramous. On sait pas trop les raisons, mais la story suivante nous laisse entendre que ça pourrait avoir un rapport avec le décès de son frère. En effet, à la suite de sa vidéo, Mélissa a laissé une story sur son compte Instagram et elle a dit ceci. Bien évidemment que tout est faux et que tout se saura. D'ailleurs, dans cette histoire, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants parce qu'apparemment, avant de partir, Mehdi aurait laissé une quinzaine de pages. On parle entre 15 et 30 pages où il explique pourquoi son geste, qui est coupable, etc., etc. Mais pour l'instant, ça reste qu'une rumeur. La défense de Ramous d'utiliser le scénario comme ligne de défense me paraît extrêmement opportuniste, surtout dans le timing. Franchement, c'est exactement la même ligne de défense utilisée par Safin et Owen, sauf qu'il y a une différence. Owen et Safin peuvent compter sur le témoignage de Jean Portmanov en décembre 2024 devant la police, alors que là, il nous dit « je me suis arrangé avec Mehdi au téléphone » et c'est tout. Aucune preuve. Une version qui vient être fragilisée par déjà le fait que la sœur de Mehdi a quitté Ramous et le fait qu'elle partage une story après sa vidéo en disant que tout est faux. En tout cas, au travers de ces deux exemples, on peut voir que tout est scénarisé, c'était pour le buzz. Eh bien, c'est une excuse qui a bon dos. Mais attention, il faut savoir que devant la justice, ça ne vaut rien. Si vous faites des sévices sur une personne et que la personne ne vient jamais attester que tout était scénarisé comme dans le cas de JP, effectivement, la justice pourrait s'occuper de vous. C'est-à-dire que dans le cas d'Owen, Safin, etc., si JP n'était pas allé voir la police en disant « tout est scénarisé », eh bien la justice aurait pu s'intéresser à cette affaire et pourquoi pas engager des poursuites. Et encore, d'après l'avocat que j'ai consulté, même si une personne comme JP va témoigner que tout est une mise en scène, il peut y avoir des poursuites, parce qu'après, il y a des notions d'emprise qui peuvent rentrer en jeu, etc. C'est très complexe. Ça arrive rarement, mais c'est une possibilité. Concernant Ramous, on est vraiment sur un retour pour les réseaux sociaux. Qui pourrait croire ça? Et là, je parle même pas de la story de Mélissa ou de l'audio. Moi, je suis désolé, je crois ce que je vois. Tu me dis, vous êtes arrangé au téléphone, en l'occurrence, il n'y a pas de preuve, j'y crois pas. Simple, basique. Donc attention, parce que je pense que dans un futur plus ou moins proche, de nombreux créateurs de contenu vont se servir de cette excuse. Le scénario, le buzz, il a bon dos, mais il ne désengage pas de toute responsabilité
surtout quand vous agissez comme des trous du cul. Concernant Owen et Safin, vous avez de la chance, JP est allé dans votre sens, mais concernant Ramous, c'est peut-être la pire défense qu'on a entendue de l'histoire. Surtout que t'as pas été bon, tu nous dis ça quelques jours après l'affaire JP, une défense quasiment copier-coller. T'as pas été bon, Ramous. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days I was